C'est bon, ça marche. Voilà. Voilà, donc il y a Buzz l'éclair qui arrive quand même, puisque c'est sa phrase. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu en français, mais c'est toujours ce qu'il dit, Buzz l'éclair. Et donc voilà, il apporte le logo de mon université, le logo de mon laboratoire de recherche et le logo, évidemment, de la raison pour laquelle on est tous ensemble, qui est Matt Jeans. Voilà. Ok, allez, commençons tout de suite. Donc, première partie, on va parler, on va voilà, voir quelques petits nombres et des moins petits. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de Larsen, peut-être que je ne parle pas fort, ou je sais pas. Ok, alors on va commencer. Donc, je vais vous poser quelques petites questions et comme ça, à votre avis, il y a combien de secondes dans un siècle? Ce n'est pas la peine de faire le calcul, 365, non, juste comme ça, au feeling. Vas-y. 3 milliards. 3 milliards. Mais t'as déjà vu la vidéo, toi, c'est pas possible. 3 millions. 100 millions. 4 milliards. Bon, alors. Ouais, donc voilà, ben, il a tout tué là, parce qu'effectivement, c'est 3 milliards. Alors, je vous explique comment on fait pour calculer. Hein. Dans une journée, il y a 86 400 secondes. Ça, vous le saviez tous, évidemment. Donc, 100 ans, c'est 100 fois 365 jours plus 24 années bissextiles. D'accord? Donc, ça fait 3000... Bref, ça fait ça. 36 524 jours. Et donc, je multiplie, voilà, on trouve à peu près 3 milliards de secondes. 3 milliards 155 millions de secondes. OK? Voilà, donc c'est un premier exemple de nombre que vous connaissez tous, 1 milliard. C'est pour voir un peu ce que ça représente, quoi. Vous voyez, on ne vivra pas 3 milliards de secondes, enfin, pas tous. OK. Alors, deuxième question, un peu plus balèze, à votre avis, il y a combien d'étoiles dans l'univers? Beaucoup, c'est une bonne réponse. Quoi? Ah non, pas du tout l'infini, alors pas du tout, du tout. Ah non, non. Non, non, pas du tout, pas du tout. J'entends pas du tout, il faut que tu parles plus fort, mon ami. Chut, chut. Plusieurs millions de milliards. 15. 15, oui. Mais là, l'univers est en masse, il n'est pas infini. Hein. En distance peut-être, ou en temps peut-être, mais en masse totale, non. Hein. Bon, bref, alors donc je vous disais un petit peu, voilà, c'est les gens qui ont compté, c'est approximatif. Hein. Il y a à peu près 250 milliards de galaxies, et il y a à peu près 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. On ne peut pas compter les étoiles dans les autres galaxies, d'accord? Mais juste en faisant la taille, on peut essayer d'imaginer si les proportions sont à peu près pareilles que la nôtre, à peu près combien d'étoiles. Mais enfin bon, donc en moyenne, c'est à la louche, hein, on trouve donc 100 000 milliards d'étoiles, à peu près. OK? Mais quand on dit à peu près, c'est pas 10 fois plus hein, non plus, vous voyez? Donc c'est à peu près 10 puissance 23, c'est un 1 suivi de 23 zéros. On n'a déjà plus de mots pour dire ça. Hein. Voilà. Donc bon, ça reste un nombre un peu plus grand, mais voilà, qui reste relativement modeste. Alors deuxième question, combien il y a d'atomes dans le Soleil? À votre avis, comme ça, en millions de milliards, en dizaines de milliards? On va faire plus simple. Vous allez me dire un 1 suivi de combien de zéros? Hein, ça ira plus vite. Combien de zéros? 43, 50, 60, 28. Bon, alors c'est 57. Voilà, parce que donc le Soleil il pèse à peu près 2 fois 10 puissance 33 grammes, et puis il y a à peu près 5 fois 10 puissance 23 protons dans un gramme. Donc voilà, on peut négliger le poids des électrons. Hein, donc voilà. Il y a à peu près 10 puissance 57 atomes dans le Soleil. Ça fait un 1 suivi de 57 zéros. Bon, donc c'est un peu long à écrire. OK. Et donc la question qui suit, c'est comme l'essentiel des atomes sont dans les étoiles, il n'y a quasiment que ça. Vous savez, dans le système solaire, on ne se rend pas compte, hein, mais le Soleil, il fait 99,86%. Même Jupiter, Saturne et toutes les planètes Neptune, etc., ça ne représente que 0,14% de la masse du système solaire. Donc on peut négliger en gros les planètes et tout ça, ça ne compte pas pour beaucoup, hein, moins de 1% en tout cas de la masse totale. Et donc on peut multiplier le nombre d'étoiles par à peu près le nombre d'atomes du Soleil. C'est une moyenne, il y en a des plus grosses, des plus petites, etc. Pour dire à la louche, à peu près 10 puissance 80 atomes dans l'univers. OK? C'est peut-être 81, c'est peut-être 79, mais ce n'est pas 10 puissance 100. Vous voyez, c'est un ordre de grandeur, quoi. Bon, donc voilà, c'est un nombre qui commence à être sérieux. Et alors donc il y a un nombre qui s'appelle le Google, qui a été baptisé comme ça en 1938, qui est 10 puissance 100. Okay, c'est ce qui a donné son nom à Google. Donc voilà, ils connaissaient ce truc. Ils ont dit, ça représente un peu toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet et les connecter, etc., ou le nombre de connexions entre les pages possibles. Et donc voilà, c'est un nombre gigantesque. Ils ont dit, tiens, on va donner ça comme nom à notre entreprise, quoi.
OK ? Donc, juste première remarque, on pourrait croire que 10 puissance 100 et 10 puissance 80, bon, c'est pas tellement plus, puisqu'il n'y a que 20 de plus. Mais en fait, quand on y réfléchit un petit peu, c'est quand même le nombre d'atomes qu'il y a dans 100 milliards d'univers. Parce que 10 puissance 20, c'est 100 milliards de milliards quand même. D'accord ? Donc c'est quand même un petit peu plus. Hein. Vous voyez ? Donc voilà, donc ça c'est un nombre un petit peu rigolo. Hein. On peut encore, en cours de récré, vous êtes peut-être parlé, ouais, moi quand je serai riche, j'aurai 1 milliard. Ouais, moi j'aurai un nombre avec 100, un avec 100 zéros. Ouais, ok, ça peut arriver. Mais là, on va commencer à taper dans les grands nombres, c'est-à-dire les nombres que, a priori, vous n'avez jamais évoqués à présent. Donc, c'est ça un googolplex. Alors, attention, ce nombre-là, il faut bien comprendre, hein, ce n'est pas 10 puissance 10, le tout à la puissance 100, qui ferait 10 puissance 1000. Hein. Ce n'est pas un 1 suivi de 1000 zéros. Non, non. C'est un 1 suivi de tout ça de 0. Vous voyez, de 10 puissance 100 0, d'un Google de 0. Vous voyez ? C'est un 1 avec un nombre de zéros qui est égal à un Google. Là, ce que j'ai écrit, c'est le nombre de zéros. 10 puissance, tout ça, c'est le nombre, la puissance, c'est le nombre de zéros qu'il y a dedans. Donc ça, plus personne ne l'a dit normalement, ou alors c'est vraiment des gens très très tordus hein, en cours pour dire, moi quand je serai riche, j'aurai un 1 suivi de tellement de zéros que le nombre que tu l'écris avec un 1 et 100 zéros derrière. Vous voyez, ça c'est quand même, il faut commencer à être un peu tordu là. On n'arrive plus à dire le nombre, on arrive juste à dire le nombre de zéros du nombre. Donc voilà, donc à partir de là, je veux dire, c'est des grands nombres dans le sens où on a du mal à les concevoir spontanément et en parler, vous voyez. Il y a une double étape, quoi. Hein, on arrive à concevoir le nombre de zéros du nombre, mais le nombre lui-même, on n'arrive déjà plus tellement à voir ce que ça peut bien vouloir dire, quoi. OK ? Si tant est qu'on arrive à voir ce que c'est qu'un milliard, hein, ça, ce qui n'est pas clair. Hein. Mais bon, donc voilà. Googolplex, un nombre, j'appelle ça un grand nombre, OK ? Donc voilà, donc par exemple, même si je voulais écrire un googolplex dans l'univers, même si je mettais un petit zéro par atome, bah, je n'ai pas assez d'atomes pour écrire. Vous voyez, on prend tous les atomes de l'univers, si je mettais un 1 quelque part et des zéros sur tous les atomes, bah, je n'aurais pas la place de l'écrire. Hein, parce qu'il y a plus de chiffres que de nombre d'atomes dans l'univers. Vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà. On va essayer de voir à quel point ce truc-là, c'est grand, et après on verra à quel point c'est petit. Alors imaginons, donc là c'est flou, c'est fait exprès, hein, toutes les diapos que je peux écrire, imaginez, ça c'est un exemple particulier, hein, donc tous les textes que je peux mettre là dans le format qui est là. Donc il y a à peu près 1350 caractères, j'ai compté, et les caractères en français, il y a à peu près 114 fois, si je compte les majuscules, les minuscules, les CCD, les lettres accentuées, les guillemets, les signes de ponctuation, etc. Donc j'ai 113 choix pour le premier caractère, 113 choix pour le deuxième, 113 choix pour le troisième, ainsi de suite. Donc c'est 113, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 1350 fois. D'accord ? Donc ça fait 113 puissance 1350, ça fait à peu près, je ne me rappelle plus, ça va s'afficher. Parce que là, en fait, c'est un hasard, hein, mais ce qui est marqué là, en fait, c'est ce que je suis en train de raconter. Donc ça fait 10 puissance 2776. Donc un 1 suivi de 2776 zéros. Ça fait beaucoup. On est d'accord, c'est bien plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Enfin, c'est infiniment plus que le nombre d'atomes de l'univers, mais ça reste ridicule par rapport à un googolplex. Hein. C'est minable par rapport à un googolplex. Vous voyez, 2776 par rapport à 10 puissance 100, quoi. Et en puissance, donc, nombre ridiculement petit par rapport au googolplex. Pourtant, quand on y réfléchit, on a le tourbillon parce que là-dedans, vous voyez, si je prends toutes les diapos, donc comme ça qu'on peut écrire, alors évidemment, il y a par exemple le contenu de l'exposé qui va venir, il y a le contenu des journées qui se sont dépassées, il y a Les Misérables de Victor Hugo, il y a toutes les pièces de théâtre qui n'ont jamais été écrites, qui ne seront jamais écrites un jour. Il y a l'histoire de ma vie, il y a l'histoire de votre vie, il y a l'histoire de plein de gens de vie, de gens qui n'auront jamais existé. Et puis tout ça, c'est noyé, évidemment, ça c'est une infime partie de ceux qui veulent dire quelque chose, qui seront évidemment noyés dans la grosse majorité des diapos qui ne voudront rien dire. Vous voyez ? Mais là, il y a votre vie décrite dans toutes les langues écrites avec des caractères comme ça. Aussi, vous voyez. Donc, il n'y a pas en grec, il n'y a pas en russe, mais il y a en anglais, en espagnol, en italien. Vous voyez. Donc, c'est marrant parce que ça, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais l'impression que c'est l'infini presque déjà. Tous les textes qu'on peut écrire, et tous les bouquins qui n'ont jamais été écrits, qui ne seront jamais écrits, ils sont dedans. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Jusqu'à un temps infini. Donc, alors les seuls bouquins qui ne seront pas écrits, pour être tout à fait rigoureux, c'est ceux qui ont plusieurs fois la même page. Ceux-là, on ne les aura pas, hein, parce qu'on fait qu'une fois chaque page. OK ? Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que le googolplex, c'est quand même grand. Parce que c'est plus grand qu'un truc qu'a priori, on approxime comme étant égal à l'infini. Vous voyez ? Oui, vous avez vu, ça allait planer un peu. Hein.
Donc voilà. Mais maintenant, on va voir que le Googleplex, en fait, c'est très très petit. Alors pour comprendre tout ça, on va voir comment faire pour construire des grands nombres. On va avoir besoin d'une notation mathématique pour construire des grands nombres que vous ne connaissez peut-être pas encore. Alors l'astuce, vous savez, c'est que quand on fait plein de fois la même opération, comme on est feignant en mathématiques, on trouve des symboles pour dire qu'on fait plein de fois la même chose sans être obligé de le faire plein de fois. D'accord? Donc par exemple, au lieu de faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 10 fois, on dit, hop, c'est 2 fois 10. D'accord? On a inventé la multiplication pour un symbole pour dire qu'on fait une addition itérée. Une addition, plein de fois de suite la même addition, c'est pénible. On a mis un signe fois pour dire combien de fois on faisait l'addition. Donc là, on fait 10 fois l'addition. 10 fois 2, ça veut dire 10 fois l'addition, 2 plus 2 plus 2. Okay, ça, vous connaissez parfait. Et puis après, vous avez compris que pour faire 2 fois 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 2, c'est aussi pénible. Donc on a inventé une nouvelle notation. On a mis 2 à la puissance 10. Tout le monde connaît jusque-là, même les collégiens. C'est pour ne pas écrire 2 fois 2 fois 2 plein de fois. On met un petit 10 là-haut et ça veut dire ça. Bon alors, l'astuce, c'est qu'on va maintenant utiliser des notations de M. Knut. Alors Donald Knuth, c'est un dieu, lui, enfin moi je trouve. Donc c'est lui qui a écrit notamment le traitement de texte latex, sans lequel les mathématiciens ne pourraient pas faire des si beaux textes, des si belles formules. Donc voilà. Bref, alors, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Art of Computer Programming dans les années 80, qui est encore une bible maintenant. Enfin, c'est incroyable. Donc c'est un mec génial, ok. C'est un Américain. Ça n'empêche pas, vous voyez. Et bref. Et on va voir donc la notation qu'il a utilisée. Alors, première chose, au lieu de noter les puissances A, puissance B, on va noter ça avec une flèche. Et vous avez déjà souvent des calculatrices où il y a un petit symbole flèche pour les puissances, je pense. Donc ça ne doit pas vous choquer, ça. OK. Et alors maintenant, donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là donc, deux flèches, là, A flèche B flèche C. Alors ça veut dire A flèche, entre parenthèses, B flèche C. C'est-à-dire qu'on fait d'abord à droite, comme tout à l'heure, 10 puissance 100. Vous vous rappelez, on faisait d'abord le 10 puissance 100 et après 10 à la puissance 100. Donc les flèches, quand je vais en mettre plusieurs, il faut bien comprendre qu'on commence par faire par la droite et on remonte comme ça. OK? Et du coup, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc ça, c'est le Googleplex qu'on a vu avant. C'est 10 puissance 100. OK? Et donc maintenant, vous avez deviné, c'est que si on met plein de flèches à la suite, parce que ça peut arriver, on a une opération flèche, si on le fait 10 fois de suite, 2 flèche 2, flèche 2, flèche 2, donc c'est-à-dire qu'en notation à peu près habituelle, ça se noterait comme ça, mais ça devient un peu pénible à écrire. Et donc pour pouvoir écrire des choses comme ça, et donc M. Knut a dit, on va faire la même chose qu'avant, on va trouver un symbole qui veut dire, on fait 2 flèche 2, flèche 2, 10 fois. Et donc là, il n'a pas trouvé un truc très compliqué, il a dit, on va mettre 2 flèches. OK? Donc 2 flèches 10, ça veut dire 2 flèches 2, flèche 2, flèche 2, flèche 2, 10 fois. OK? Ça va jusque-là? On va voir. Qu'est-ce que ça fait 2, 3 flèches 4? Alors, c'est là que ça se complique un poil. Donc, si vous avez compris, ça veut dire c'est 2, 2 flèches 2, 2 flèches 2, 2 flèches 2. Il y a 4 2. À chaque fois, je rajoute une flèche, ça veut dire combien de fois je fais le coup de flèche d'avant. D'accord? Si je mets 4 flèches, c'est combien de fois je fais 3 flèches. Donc là, 3 flèches, je vais doucement, 3 flèches, ça veut dire combien de fois, là, je vais faire 2 flèches. Alors, qu'est-ce qui vaut ce nombre? Alors là, on va essayer de comprendre, c'est pas simple. Donc 2 flèches 2 déjà. Alors, est-ce que quelqu'un voit combien ça fait 2 flèches 2? J'attends le résultat. 4, bravo, impressionnant. Il vous calme, il est en 6e. Hop. Donc pourquoi 4? Alors réfléchissez un petit peu. 2 flèche 2, en fait, c'est pareil que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire 2 fois, avec 2... Enfin, en fait, une seule fois, parce qu'il y a 2. 2 puissance 2, mais il n'y a qu'une seule flèche, parce que je mets 2 fois le nombre seulement. Mais donc 2 puissance 2, c'est pareil que 2 fois 2, en fait, et c'est pareil que 2 plus 2, et c'est pareil. Oui, en fait, pour 2, ça n'augmente pas. Tant que je prends que 2 et 2 de chaque côté, je peux mettre autant de flèches que je veux, ça n'augmente pas. Vous l'avez déjà vu, 2 puissance 2, 2 fois 2, 2 plus 2. Mais c'est le seul cas où ça n'augmente pas. Donc le dernier, là, celui-là, il vaut 4. OK. Donc maintenant, il faut calculer 2 de flèche 4. OK. Alors là, ça se complique un peu. Donc qu'est-ce que c'est que 2 de flèche? Donc là, j'ai remarqué le résultat, vous voyez. On obtient ça. Ce nombre-là, c'est ça, 2 de flèche 2 de flèche 4. OK. Et donc maintenant, on va calculer 2 de flèche 4. Alors, donc 2 de flèche 4, vous avez compris, c'est 2 flèche 2, flèche 2, flèche 2, il y a 4 fois le nombre 2. OK? Donc, je commence. Celui-là, il vaut 4. Donc ça fait 2, flèche 2, flèche 4. 2 flèche 4, c'est 16. 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 16. 2 puissance 4.
Et donc, ici, c'est 16, donc j'obtiens 2 puissance 16, ce qui fait 65 536. OK, ça augmente un petit peu. Bon, voilà, ça, c'est celui-là. Là. Donc, j'en suis rendu à que finalement, mon nombre là, c'est 2 flèches, 65 736. Et donc, ça, c'est 2 flèches 2, flèche 2, flèche 2, flèche 2, flèche 2, flèche 2, 65 636 fois. Donc, je commence à avoir du mal à l'écrire, vous voyez. Donc, ça, voilà, ça, c'est 2, 3 flèches 4. OK? Vous voyez un petit peu pour un exemple de notation. Je vais en avoir besoin hein, pour plus tard. Hein. Donc, c'est important de bien comprendre maintenant. Hein. Il y a une question? Question? Vas-y, vas-y. Ouais. Quoi donc? Ça, là? Ça, c'est pas 16. Hein. Ça, je l'ai calculé ici, regarde. C'est ce petit bout-là que j'ai calculé, là. C'est 65 536. Donc, ça fait 2 flèches, flèches, ça fait ça. OK? Une autre question? Vas-y. Comment je fais pour passer de 2 flèches à 3 flèches, c'est ça? Ça, là? À ça, à ça. Alors, regarde. Donc, quand je mets 2 flèches, ça veut dire que je vais mettre une seule flèche, le nombre qui a marqué 2 fois qui a marqué ici. Tu vois, par exemple, 2 flèches 4, ça veut dire tu fais 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2, en tout, en mets 4 des 2. Mais là, si c'est 2 ici, ça en tout, j'en mets 2. Donc, j'obtiens ça. Tu vois? Je mets des 2 avec des flèches, mais en tout, il n'y en a que 2. Bah, donc, ça fait 2 flèches 2. Quoi. OK? Oui, une autre question? Bien sûr, on va voir tout de suite. C'est la suite. Bien sûr, on peut avoir plus que 3 flèches, évidemment, ce ne serait pas drôle. Donc, allons-y. On va regarder 3 flèches 3 pour commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va aller doucement, vous avez compris, c'est ça. C'est 3, 2 flèches, 3, 2 flèches, 3. En tout, il y a 3, 3. OK? Alors, on va y aller doucement. Donc, 3, j'espère. 3, 2 flèches 3, c'est 3, flèche 3, flèche 3. OK? Jusque-là, ça va? Vous m'arrêtez, hein, sinon, parce que c'est important. Donc, ça, là, c'est 3 puissance 27. Hein. 3 puissance 3, c'est 27. Donc, cette parenthèse, là, je l'ai remplacée par 3 puissance 27. OK? Ça va jusque-là? Donc, 3 puissance 27, c'est ce petit nombre-là, 7625 milliards et des bananes. Donc, finalement, ce qu'il y a ici, là, ce nombre-là, finalement, c'est 3 flèches 3, flèche 3. Le nombre de flèches, c'est ce nombre-là. Enfin, moins 1. Vous voyez, donc c'est 3 puissance 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, où on le fait 7625 milliards de fois. Ouais? Vous voyez, ça grossit vite, hein. Ça évite des nombres assez importants. Hein. OK, et donc, juste pour information, ça déjà, c'est plus grand qu'un Googleplex. Juste avec 5 flèches. Et là, il y en a 7625 milliards de flèches. Vous voyez que le Googleplex, il est assez ridicule, là, déjà. OK, quand on considère des nombres comme ça, c'est de la blague, le Googleplex. Hein. OK? Bon, alors, là, on a un nombre déjà, il est inconcevable d'écrire ce nombre, évidemment, mais il est inconcevable d'écrire le nombre de chiffres de ce nombre. Il est inconcevable d'écrire le nombre de chiffres du nombre de chiffres de ce nombre. Déjà. Et on peut faire 10 fois de suite, c'est impossible, vous voyez. On n'a pas assez d'atomes sur l'univers pour écrire le nombre de chiffres, du nombre de chiffres, du nombre de chiffres, du nombre de chiffres, du nombre de chiffres, enfin bref. On est déjà vraiment, vraiment planant, là. On est très, très loin. D'accord? Hein, quand on vous dit que l'infini, c'est grand, là, vous devez vous rendre compte, ça commence à devenir un peu grand. Mais on est encore loin de notre balade. Hein. Alors... Donc maintenant, je vais rajouter une flèche encore. Allez, soyons fous. Attention, j'étais 3 flèches 3, j'étais déjà un nombre balèze. Je rajoute une flèche. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce machin-là? Donc là, la première étape, ça va. 4 flèches 3, c'est 3. 3 flèches 3, 3 flèches 3. OK? Alors celui-là, justement, on s'est préparé. Le 3 flèches 3 qui est à droite, on l'a calculé. D'accord? Hein, Donc finalement, c'est 3, 2 flèches, 3, 2 flèches, 3. Et le nombre de doubles flèches, c'est celui d'avant, là, le 3 flèches 3, vous voyez? Alors on n'y comprend rien, c'est normal. Donc on va y aller doucement. 3, 2 flèches 3, c'est 3 puissance 27. Ça, on l'a déjà vu, hein, c'est 3 flèches 3, flèche 3.
Donc si j'en mets juste 2 fois, c'est le nombre qu'on a vu juste avant. Vous voyez, hein, c'est le nombre qu'on a vu avant. Le nombre de flèches, c'est ce nombre-là, 3 puissance 27. Donc je vais l'appeler x, ce nombre. C'est celui qu'on a vu juste avant. C'est 3 flèches 3, vous savez. Alors maintenant, si je rajoute un 3 de flèches devant celui-là, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Vous voyez, je rajoute, devant le nombre, je rajoute ça. Ben, c'est 3, donc c'est une puissance de 3, des flèches, et le nombre de flèches qu'il y a, c'était ce nombre-là. Et ce nombre-là, c'est celui d'avant. Donc vous voyez, j'ai ce nombre x là. Au coup d'après, j'obtiens un 3 puissance 3 puissance 3, où le nombre de 3, c'est x. Vous voyez, et là, déjà, il y avait 7625 milliards d'étages. Donc c'est un nombre de malades. Là, je ne peux même plus écrire le nombre d'étages, vous voyez. Il y a tellement de 3, je ne peux pas écrire le nombre d'étages avec tous les atomes de l'univers, tellement il y en a. OK? Et là, je suis juste à ça, hein, parce que maintenant, je vais recommencer. Vous voyez, je fais une étape de plus. Et bien là, il y a le nombre d'étages, c'est du nombre d'avant à chaque fois. Vous voyez? Donc là, le nombre d'étages, c'est d'un nombre dont le nombre d'étages était déjà impossible à écrire. Et on fait ça combien de fois en tout pour avoir 3 flèches 4? Ben, en fait, on recommence ça. Le nombre de fois où on recommence ça, c'est 3 flèches 3. Vous voyez, c'est x, hein, déjà le nombre de malades. Vous voyez? Donc, alors là, on n'est pas loin. On a fait le plus dur. Si vous avez suivi jusque-là, vous êtes sauvés. Mais je suis d'accord que c'est dur. Hein. Alors, donc vous voyez ce que je viens de faire là? Je viens de rajouter une flèche. Vous avez vu le délire? Déjà, avec 3 flèches 3, c'est un nombre sérieux. Avec 4 flèches, vous avez vu comment ça l'explose, quoi. Hein, c'est un truc de fou, quoi. D'accord? Alors, on arrive enfin au nombre que je voulais vous raconter, le nombre de Graham. Alors, M. Graham, vous allez voir pourquoi, on va en parler après. Il s'est dit, tiens, je vais faire une petite construction, je vais appeler N1 ce nombre-là. Et après, attention, accrochez vos ceintures, N2, c'est 3, où le nombre de flèches, c'est N1. Vous avez vu ce qui se passait quand j'ajoutais une flèche? Vous avez vu ce qui se passait quand j'ai juste rajouté une flèche? Là, il met un nombre de flèches qui est égal à N1. Laisse imaginer le degré d'inconcevabilité du truc. Le nombre de flèches est inconcevable. Le nombre de chiffres du nombre de flèches est inconcevable. Je veux dire. Le nombre d'étages pour lesquels le nombre de flèches est inconcevable. Vous voyez un peu le délire? C'est que l'infini, c'est super grand en fait. Hein. OK? Et il s'est pas arrêté là. Ce serait trop facile. Donc il a continué. N3, alors c'est 3 avec le nombre de flèches égal à N2. Vous voyez? Voilà, et donc ainsi de suite. Il fait mouliner son machin. Et le nombre de Graham, alors celui qu'on appelle G, c'est N64. Voilà, c'est ça le nombre de Graham. Il est beau. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut réussir à s'imaginer. Moi déjà, N1, je n'y arrive pas. Donc, OK, et donc on va voir, bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous montrer qu'il a été utilisé dans une démonstration mathématique, rassurez-vous. On va voir ce que c'est. Alors curieusement, le nombre de Graham, on a l'impression, mais on ne peut rien dire, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est un nombre tellement délirant. Bah si, on va voir, on peut calculer son chiffre des unités, par exemple. On va calculer le chiffre des unités du nombre de Graham. Alors, hop, ça a bien marché. Voilà, question, exercice. Au boulot, exercice. Vous avez une chance sur 10. Il y en a un qui a dit la bonne réponse. Bravo à lui. Bon, alors on y va. Alors, on va réfléchir un petit peu. Donc, G, c'est 3 puissance 3 puissance 3. Alors, un nombre de 3 qui est délirant complet, on est d'accord. Hein. C'est impossible d'imaginer, de même concevoir le nombre de 3 qu'il y a, mais c'est quand même un nombre comme ça. OK? Et donc, on va regarder les puissances de 3, par quoi ça se termine. Donc 3, ça se termine par 3, 9, ça se termine par 9, 27, ça se termine par 7, 81, ça se termine par 1, 243, ça se termine par 3, 729, ça se termine par 9. Mais il faut connaître toutes les puissances de 3. Non, parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, regardez, c'est malin. En fait, on peut multiplier par 3 directement ici. 3 fois 3, 9, 3 fois 9, 27. Hop, je enlève le 7, je garde le 7. 3 fois 7, 21, je garde le 1. 3 fois 1, 3, et ainsi de suite, vous voyez. Ça, c'est une astuce fantastique, hein, ça s'appelle l'arithmétique modulaire. On ne va pas rentrer dedans, mais en fait, on peut faire les calculs directement en bas. Et on voit que donc, on multiplie par 3 à chaque fois qu'on garde que le chiffre des unités, bah, c'est soit 3, soit 9, soit 7, soit 1. Donc tous ceux qui ont répondu autre chose, déjà, c'est mort. OK? Mais alors, c'est quoi? C'est 3, 9, 7 ou 1? Alors, pour savoir ça,
L'astuce, c'est qu'on va regarder maintenant qu'est-ce qui reste quand on divise par 4. Alors si je divise par 4, alors 3, il reste 3. 9, il reste 1, c'est 8 plus 1. D'accord? Ensuite, 27, alors 27, c'est 24 plus 3, il reste 3. Ensuite, 81, c'est 80, multiple de 4, hein, plus 1, il reste 1. Et puis ensuite, en fait, c'est la même astuce. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je multiplie par 3. 1 fois 3, 3, 3 fois 3, 9, 9, il reste 1. D'accord? Donc en fait, ça fait 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Vous allez me dire, mais alors à quoi ça sert de savoir ça? Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, je vais l'appliquer non pas à ce nombre G, mais à la puissance qui est au-dessus, là. Parce que la puissance de 3, c'est aussi un 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3. Donc déjà, c'est un nombre impair. La puissance, c'est un nombre impair déjà. Parce que c'est 3 puissance quelque chose. Vous voyez? C'est pas un multiple de 2. Donc déjà, ça me permet de barrer tout cela. Parce que la puissance, c'est un nombre impair. Mais du coup, là, je suis hyper content parce que regardez, une puissance de 3 ou avec un nombre impair, forcément, quand je divise par 4, c'est 3, dis donc. Donc si de nouveau, j'applique ça au nombre qui est là, qui part à partir d'ici, hein, celui qui part à partir de là, de la puissance, là, lui, quand je divise par 4, il reste 3. Donc les puissances qui sont ici dans cette colonne-là, quand je divise par 4, il doit rester 3. Donc il n'y a pas 5, il n'y a pas 9. Vous voyez? Donc ceux-là, je peux les enlever. Finalement, il ne reste que ça. Et là, aux joies, le chiffre des dizaines, il n'y a plus qu'une seule possibilité. Donc c'est 7. OK? Donc vous voyez, on peut calculer. Voilà. Donc merci. OK. Donc on peut faire ça de façon plus balèze. Hein. Je vais donner les derniers chiffres, vous voyez. Voilà, il se termine par ça, le nombre de grammes. Personne sur Terre sait par quoi il commence. D'accord? C'est marrant parce que d'habitude, les grands nombres, quand on donne des approximations, en notation scientifique, on donne le début. On dit 2, quelque chose fois 10 puissance machin. Là, on n'a aucune idée du début. On connaît que la fin. C'est marrant, hein, c'est un peu l'inverse d'habitude, vous voyez. Bref, allez. Donc voilà, c'était la première partie. Maintenant, on va complètement oublier tous ces nombres-là. Pour le moment, on reviendra après. Hein. On va parler de graphes. Donc je suis content parce qu'il y a un exposé hier où j'ai vu un jeune qui expliquait ce que c'était des graphes et tout ça, donc c'est parfait. Donc on va revenir dessus. Alors moi, je vais regarder que des graphes complets. C'est-à-dire que je prends des sommets et je les relie de toutes les façons possibles. Donc si j'ai 2 sommets, ben voilà, ça donne ça. Si j'ai 3 sommets, ça donne ça. Donc vous voyez, vous prenez des points dans le plan et vous les reliez de toutes les façons que vous pouvez. Donc si j'en prends 4, combien il y a de sommets là? Combien il y a d'arêtes? 6, bravo, vous êtes fort. 8, il faut arrêter l'alcool dès le matin. Bon alors, donc voilà, donc je continue, hein, voilà, avec 5, avec 6, avec 12. Alors, sachant que là, je les ai tracés tous à chaque fois sur des polygones bien réguliers, mais ça peut être comme ça, vous voyez. Là, c'est marrant, on voit une pyramide, mais en fait, c'est exactement le même que là. Hein. Pour moi, ça, c'est ça et ça, c'est pareil. Hein. Prenez 4 points, vous les retracez. Alors, vous ne les prenez pas alignés, d'accord, à chaque fois les points. Prenez jamais 3 alignés pour être sûr qu'il n'y ait pas de chevauchement de ligne, qu'on n'y voit plus rien. Mais sinon, c'est la même chose. Ça et ça, c'est pour le matheux pour le problème que je considérais, c'est la même chose. Hein. OK? Et donc voilà, alors combien d'arêtes? Alors vous m'avez dit, voilà, ça c'est pareil, un autre exemple, hein, c'est le même que celui-là. Hein. Celui à 5 points, ça pour moi c'est pareil. Hein. OK. Alors là, il y en a une, là, il y en a 3, là, vous m'avez dit 6, hein, OK. Là, il y en a combien alors? Ah ah. Combien d'arêtes là? Beaucoup, OK. 10, bravo. Combien pour la suivante alors? 15, bravo. Et alors pour celui-là? Ah ah. Non. 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 Pour le gros là? Non. Bon alors au bout d'un moment, il faut réfléchir. Parce que là, on arrive à les compter, là, on n'arrive plus à les compter. Ah, ça se rapproche. Bon. On va réfléchir. On va réfléchir. Il y a 12 sommets, ils sont tous reliés à tous les autres. Donc à partir d'un sommet, il y a combien de fils qui partent? Ils se relient aux 11 autres. Donc à partir de chaque sommet, il y a 11 arêtes qui partent. D'accord? Donc ça, a priori, je pourrais dire 12 fois 11.
Sauf que si je fais ça, j'ai compté chaque arête 2 fois, parce qu'elle touche 2 sommets à chaque fois. Donc je l'aurais compté pour un sommet et pour l'autre. Donc c'est 11 fois 12 divisé par 2. Donc ça fait 11 fois 6, 66. OK? Vous avez compris? Parce que la formule, du coup, le nombre d'arêtes, c'est le nombre de sommets multiplié par le nombre de sommets moins 1. Hein, chaque sommet, je le relie au n-1. Et divisé par 2 parce que j'ai compté 2 fois chaque arête là. OK? Vous comprenez? Super formule qui permet de calculer directement maintenant le nombre d'arêtes de n'importe quel graphe complet. OK. Je sens que ça mouline un peu là. OK. Alors maintenant, on veut colorier. Je me donne 2 couleurs, rouge et bleu, et je veux faire un graphe où les arêtes elles sont soit rouges, soit bleues. Et on appelle ça un graphe colorié. Voilà, à 2 couleurs. OK, très bien. Alors voilà, je vous donne un autre exemple, là, hop, à 4, voilà un graphe. Et la question que se posent certaines personnes en combinatoire, c'est est-ce que je peux colorier mon graphe complet sans qu'il y arrive de sous-graphes de la même couleur? Autrement dit, là, on va faire simple, est-ce que je suis forcé d'avoir un triangle rouge ou un triangle bleu? Vous voyez, donc on va essayer, par exemple, là, avec 5, hop, je colorie les arêtes au hasard, et la dernière, là, du coup, je la mets en bleu ou en rouge? Là, je suis embêté, parce que si je la mets en bleu, j'ai un triangle bleu, si je la mets en rouge, j'ai un triangle rouge. Et moi, je vais essayer d'éviter ça. D'accord? Donc là, vous voyez, est-ce que je peux le faire ou pas avec 5? Alors, si vous avez un papier, je pourrais vous laisser chercher, mais là, je ne vais pas le faire. Je vous montre la solution. On peut colorier sans que c'est ni triangle rouge, ni triangle bleu. OK? Bon, alors maintenant, donc là, c'est avec 5 sommets. Je voudrais essayer avec 6. OK? Est-ce que je peux colorier ça avec du rouge et du bleu sans jamais réussir à faire un triangle ni rouge ni un triangle bleu? Alors, regardons. Si je prends un sommet au hasard, il y a au moins 3 rouges ou 3 bleus qui partent de lui. Il est relié à 5 autres sommets, il n'y a que 2 couleurs. C'est que sur l'histoire des chaussettes, vous avez 2 sortes de chaussettes, vous avez 5 tiroirs, il y en a forcément 3 tiroirs où il y a la même sorte. Peut-être plus, mais au moins. Vous comprenez? J'ai 5 flèches, il faut que je te dise, tu mettre une couleur aux 5 flèches. Rouge, bleu, bleu, rouge, il n'y a que 2 couleurs. Il y en a forcément une où il y en a au moins 3 de la même couleur. Vous comprenez ça? Donc on va dire par exemple, là il y a 3 rouges. J'aurais pu mettre 3 bleus, ça ne change rien au raisonnement. Et donc maintenant, je vais regarder comment je peux relier les 3 auxquels ils sont reliés. Là, vous voyez? Je dis, celui-là, je suis obligé de le mettre bleu, sinon j'obtiens un triangle rouge. Celui-là, je suis obligé de le mettre bleu aussi, parce que sinon j'obtiens un autre triangle rouge. Et celui du bas, je serais obligé de le mettre bleu pour pouvoir avoir un triangle rouge avec cela, mais si je le mets en bleu, j'obtiens un triangle bleu en bas. Donc ça, c'est une preuve mathématique qu'à partir de 6 sommets, il n'y a aucune possibilité de colorier mon graphe sans avoir un triangle de la même couleur. Vous voyez, à partir de 6, on est obligé, quelle que soit la manière dont on se débrouille, d'avoir un triangle tout rouge ou un triangle tout bleu. OK? Et donc, un problème classique de combinatoire que doit connaître parfaitement Viviane, je ne sais pas où elle est, mais c'est justement de savoir, de compter des graphes, des façons de colorier les graphes. Et donc, ce résultat-là, dire qu'à partir de 6, on est obligé d'en faire, là je pense que vous êtes convaincu par la preuve, à 5, on a trouvé une solution, et à partir de 6, on est obligé d'avoir des triangles bleus ou verts, ça se note comme ça, dit que R33 égale 6. Et j'ai perdu le laser, non, il est là, OK. Très bien. Alors voilà, donc il y a un théorème de Ramsey qui date de 1930, et qui dit que si je prends n'importe quel entier n, donc pas forcément des triangles, après je vais regarder, vous voyez, est-ce que ça contient un sous-graphe de taille 4, ou un sous-graphe de taille 5, ou un sous-graphe de taille 6, tout de la même couleur. Il dit pour n'importe quel entier n, il existe un entier donc R de n et n, qui s'appelle le nombre de Ramsey, tel que pour tout graphe où il y a plus que n sommets, il y a forcément une sous-partie, là, toute de la même couleur, de n, qui sont tous de la même couleur. Okay, monochrome, ça veut dire qu'ils sont tous de la même couleur. Vous comprenez un peu ce théorème, il est un peu compliqué. D'accord? Alors nous, on ne va pas faire ça, on va faire des cas plus simples. On va faire juste avec 4. C'est un peu plus complexe que les triangles, mais juste avec 4. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'il dit là? Il dit voilà, à partir de 6, tu es obligé d'avoir un triangle, mais à partir d'un certain nombre qu'on va voir tout de suite, tu es obligé d'avoir un sous-graphe de taille 4 où tous les points sont reliés tous de la même couleur. Et puis après, pour 5, pour 6, pour 7, au bout d'un moment, ça arrive forcément, et voilà. OK. Et donc la question, c'est quoi ces nombres de Ramsey, quoi? Et il y a des mathématiciens qui cherchent. Alors là, je vais essayer de vous démontrer, alors attention, accrochez vos ceintures, c'est le passage, à mon avis, le plus technique, mais le plus marrant aussi. Ça pourrait faire un sujet mathangine, montrer que R44 est plus petit que 18.
Donc là, j'ai pris un graphe avec 18 sommets, et je veux prouver que je vais être obligé de dessiner cette forme-là ou cette forme-là dedans. Alors, déformé, bien sûr, je ne dis pas forcément les 4 points en carré, hein, mais qu'il va y avoir 4 points où toutes les arêtes qui les relient sont toutes de la même couleur, obligatoirement. OK? Alors, on va essayer de prouver ça. Alors, je prends un sommet au hasard, comme j'ai fait tout à l'heure, puis je mets des couleurs, au pif. Comme il y a 18 sommets en tout, mon sommet là est relié à 17 autres. 17, c'est 8 plus 9. Donc c'est obligé qu'il y ait une couleur qui soit représentée au moins 9 fois. D'accord? Peut-être plus, peut-être 10, 11, 12, 13, mais au moins 9 de la même couleur. Donc là, j'ai pris rouge, hop, j'ai pris 9 rouges. Je vais garder que ceux-là, comme tout à l'heure, vous voyez, j'enlève tous les autres. Hop. Ça, je suis sûr que ça existe. C'est peut-être en bleu, mais je suis sûr que ça existe. Il y a une couleur où c'est comme ça, d'accord? Donc je suppose que c'est rouge pour la symétrie de la démonstration, mais si on inverse, ça ne change rien. OK? Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire le même raisonnement que tout à l'heure, je vais regarder le sous-graphe des extrémités qui sont reliées à celui du haut. OK? Donc autrement dit, j'oublie tout ça, je regarde juste ce qui reste là, et il faut que je démontre là-dedans qu'il y a soit un triangle rouge, parce qu'avec tous les autres sommets que j'avais, ça va me faire le graphe complet rouge, soit le truc tout rempli bleu là-dedans. Vous comprenez cette affaire? C'est pour ça qu'il y avait deux nombres pour ceux que ça pourrait être bizarre. Pourquoi il y a dans le nombre de Ramsey, il y avait NN? Parce qu'en fait, il y a le nombre de Ramsey 3, 4. Vous voyez, ça c'est ça là. Là, on va montrer que le nombre de Ramsey 3, 4, c'est plus petit que 9. Oui, mais enfin bon, donc voilà. Mais donc là, on va montrer qu'il y a soit un triangle rouge, soit un graphe d'ordre 4 tout bleu. OK? Très bien. Alors, comment on peut faire ça? Alors, même technique, je vais faire plusieurs cas. Imaginons qu'il y a un sommet qui soit relié par 4 arêtes rouges aux autres. Je n'ai pas dit que ça arrivait forcément, j'y vois. Si jamais ça arrive, qu'il y ait un sommet qui soit relié avec 4 arêtes rouges. Dans ces cas-là, la vie est belle. Pourquoi? Parce que soit je relie une des arêtes en bas en rouge, et hop, j'obtiens un triangle rouge, soit je les mets toutes en bleu, et j'obtiens ce truc-là. OK? Vous voyez? Si jamais j'ai un sommet qui a 4 arêtes rouges qui partent, que du bonheur, parce qu'après, soit je ferai un triangle rouge en reliant un truc du bas. Si je suis obligé d'en mettre un en rouge là-dedans, j'ai un triangle rouge. Et si je les mets tous en bleu, j'obtiens ce truc-là. Donc, dire, ouais, ok, mais c'est un cas très particulier. Ouais, c'est vrai. Alors, deuxième cas, si jamais j'en ai un qui est relié avec 6 bleus. Imaginons, ça peut arriver. D'accord? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder, pareil, tous les triangles que je peux faire sur les 6 qui sont là. Rappelez-vous ce qu'on a vu avant, quand je prends 6 points et que je les relie de toutes les façons possibles, il y a forcément un triangle de la même couleur. Donc il y a forcément soit un triangle rouge, auquel cas la vie est belle, soit un triangle bleu. Mais s'il y a un triangle bleu, hop, ça me fait, regardez, ces 4-là, ils sont reliés de toutes les façons possibles. Et donc ça me fait ce truc-là. OK? Donc on a fait 2 cas particuliers. Le cas où, donc de ce sommet, qu'est-ce qui peut arriver à ce sommet quand on y réfléchit, quoi? Je dis, s'il y a 6 bleus qui partent, c'est bon. S'il y a 3 rouges qui partent, c'est bon. Moi, il est relié à 8 sommets. Donc relié à 8. Alors réfléchis, il y a des rouges et des bleus. Comment ça peut se passer? J'ai dit, s'il y a 4 rouges, c'est bon. S'il y a 6 bleus, c'est bon. Mais dire, ouais, mais si jamais il y a 3 rouges et 5 bleus, c'est possible, il y en a 8. Il n'y a pas forcément 4 rouges. Il peut y avoir moins de rouges. Mais s'il y a moins de 3 rouges, ça passe, parce qu'il y a plus que 6 bleus, donc c'est bon. Mais si jamais il n'y a pas de bol, il y a pile 3 rouges et 5 bleus. La démonstration, elle est foutue. Alors regardez, je vais dire, voilà, c'est vrai que c'est embêtant cette affaire. Imaginons que pour tous les sommets, il partent 3 sommets rouges. Donc les bleus, je ne vais pas regarder. Imaginons donc mon graphe là, j'ai ça, imaginons, partout il part que 3 rouges. Partout. D'accord? Donc j'ai commencé, j'ai dit, voilà, est-ce que je peux y arriver, quoi? Donc j'essaye, voilà, je mets 3 rouges, là il reste 2 places, je mets 2 rouges, là ainsi de suite, voilà, là il reste 2, j'ai mis 2 rouges un peu au hasard. Là il n'y avait plus qu'une seule place, donc je mets un rouge, là il ne reste plus qu'une seule place aussi, là aussi. Là je peux encore, celui du haut, puis là il y a le dernier là. Il est tout seul là. Comment je fais pour mettre un 3e rouge, quoi? Vous voyez? J'y arrive pas. Bon, alors ne pas y arriver, c'est pas une preuve que c'est pas possible, hein. D'accord? Mais là, je vois pas comment faire pour réussir à mettre 3 rouges qui partent de partout. Et donc là, si on y réfléchit un petit peu, dit voilà, comment je pourrais faire, hein, c'est plus un graphe complet, hein. J'ai mes 9 points. Si j'arrive à les relier tous, il y a 3 sommets, 3 arêtes qui partent de tous les points. En tout, ça fait combien d'arêtes?
S'il y en a 3 qui partent de chaque sommet, il y a 9 sommets, ça ferait 27 arêtes en tout, sauf que j'ai compté chaque arête 2 fois. Il y a un problème. Vous voyez, le nombre d'arêtes qui passent, la somme de toutes les arêtes qui partent de tous les sommets. Vous savez, pour chaque sommet, j'ajoute toutes les arêtes qui passent. Si je fais ça, j'ai compté 2 fois toutes les arêtes. Donc la somme des arêtes qui partent de tous les sommets est forcément un nombre pair. Donc là, j'ai 9 sommets, je ne peux pas avoir 3 sommets qui partent de chaque, ça en ferait 27. Donc ce cas-là ne peut pas arriver. D'accord ? Regardez bien, la somme du nombre d'arêtes partant de chaque sommet, pour chaque sommet, je fais la somme, finalement, c'est le double du nombre d'arêtes. J'ai compté chaque arête 2 fois. Je l'ai compté au point de départ et au point d'arrivée. Donc c'est forcément un nombre pair. Donc il n'existe pas de graphe, ça c'est un théorème de théorie des graphes, un nombre de points impair, il n'est pas possible qu'il parte un nombre impair d'arêtes de chaque sommet. Donc 3 de chaque, ce n'est pas possible. Donc il y en a au moins où il en part au moins 4 ou moins que 2. Et dans les 2 cas, j'ai traité le cas d'avant. Et donc ça permet de faire la preuve, et je vous félicite d'avoir tenu jusqu'au bout, que à partir de 18 sommets, je suis obligé de coincer un sous-graphe de 4 éléments de la même couleur. OK ? Donc R4,4 est plus petit ou égal à 18. Et alors là, maintenant, je vais vous dire que c'est plus grand que 17. Ça a été fait en 1979. Je vous ai demandé, on va vérifier sur le dessin. C'est évidemment pas moi qui l'ai trouvé. J'avais 9 ans. Et donc, alors là, il faut comprendre un peu. C'est pas le graphe complet. Vous voyez, il y a des points qui ne sont pas reliés. Là. Celui-là, il n'est pas relié à celui-là, par exemple. Là. Alors, c'est pour comprendre, ils ont dessiné que les bleus, là. Ce que vous voyez en noir, c'est que les bleus. Et les traits, ceux qui manquent, c'est les rouges. OK ? Et bien là, dans celui-là, on va essayer de vérifier, il n'y en a jamais 4 qui sont reliés dans toutes les façons. Ou 4 qui ne sont pas reliés, c'est-à-dire qui seraient reliés de l'autre couleur, c'est-à-dire que si vous arrivez à en trouver 4 qui ne sont pas reliés, de toutes les façons, ça marchera aussi. Alors, vous voyez, j'ai essayé, j'ai dit, tiens, par exemple, là, si je prends ces 4-là, ils sont reliés, cloc, 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 mais il n'y a pas les diagonales, vous voyez, par exemple. Donc ça ne marche pas. J'en ai pris un autre un peu mieux, là, vous voyez, alors là, il y a presque tout. Ceux-là, ils sont tous reliés, là, mais, non, le dernier, là, celui-là et celui-là, ils ne sont pas reliés. D'accord ? Donc, il faudra essayer tous les exemples, je vous fais confiance, il faut essayer de vérifier, mais qu'il n'y a jamais, quelles que soient les façons de prendre les sommets, on ne peut pas arriver à en relier 4 de toutes les façons possibles. Et là, j'ai essayé de faire là, donc des points qui ne sont pas reliés maintenant. Est-ce que j'arrive à mettre des traits par-dessus des segments qui manquent ? Là, j'en ai trouvé 4 aussi où il manque qu'un seul trait, mais pas de bol. Là, les 2 qui sont ici et ici sont reliés. D'accord ? Donc ça demande une petite vérification, mais il y a des gens qui ont donné un contre-exemple. Voilà, ils ont dit c'est ça le contre-exemple, je le donne. Donc à 17, il y a une façon de colorier le graphe à 17 où il n'y a pas de sous-graphe d'ordre 4 monochrome. Donc ça prouve que le nombre de Ramsay, finalement 4, c'est 18. Chouette. Donc vous allez me dire super. Alors le nombre de Ramsay 5, on ne sait pas. Vous voyez, ça fait partie des problèmes mathématiques qu'on ne sait pas résoudre. À partir de combien ? Donc en 1989, quelqu'un a démontré, je n'ai pas mis le nom, que c'était plus grand que 43. Il faut plus que 43 sommets, c'est-à-dire qu'il a trouvé un exemple à 43 sommets où il n'y a pas de sous-graphe d'ordre 5 de même couleur. OK ? Ensuite, il y en a un qui a montré que c'était plus petit que 48, là, il y a 2 ans. C'est des recherches actuelles, quoi. D'accord ? Je suis sûr qu'au Canada, dans le labo de combinatoire, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc, voilà, donc, on ne sait pas. C'est entre 43 et 48. Alors, on peut faire des essais. 47, 46, il y en a un de vous qui aura bon. Mais on ne sait pas. Pas beaucoup d'écart. Et alors, on se dit, mais c'est quand même bizarre, on n'arrive pas à savoir à l'ordinateur, parce qu'on se dit quand même 43, 48, c'est pas si grand quand même avec les ordinateurs qu'on a maintenant. En fait, le graphe complet à 43 nœuds, il faut rappeler la formule que je vous ai dit tout à l'heure, c'était 43 fois 42 divisé par 2, nombre d'arêtes, ça fait 903 arêtes. Et donc, il faut regarder combien de façons de colorier 903. Alors, pour chaque arête, il y a rouge ou bleu, 2 choix. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 903 fois. Donc 2 puissance 903, maintenant vous devez vous dire c'est un nombre ridiculement petit, vu ce qu'on a vu avant. Mais quand même, pour les ordinateurs, ça dépasse largement les capacités. L'ordinateur le plus balèze du monde fait à peu près 2 puissance 70 opérations par seconde. Donc il lui faut encore des milliards d'années pour faire un calcul comme ça. Bref, donc voilà un problème qu'on ne sait pas résoudre. Alors je vous ai mis 6 pour rigoler, vous voyez, parce que ce qui est marrant, c'est que les bornes ne sont pas améliorées depuis 1965. En 1965, on n'avait pas d'ordinateur, ou très très peu, pas du tout performant. Donc en fait, ça ne servait à rien pour résoudre ce problème, d'avoir des ordinateurs, vous voyez. Ça n'a pas aidé. Trop dur. Là, on est encore au-delà. Peut-être les ordinateurs quantiques, si on en a un jour, mais pour le moment. R77, vous voyez, c'est entre 205 et 540. Les bornes s'élargissent au fur et à mesure.
Bref, alors Erdos, un mathématicien que la plupart des mathématiciens connaissent, ou je ne sais pas si vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler, mais c'est un mathématicien très, très fameux pour résoudre plein de problèmes compliqués, a dit un jour cette phrase-là, donc je ne la traduis pas, parce que là, vous comprenez tous l'anglais, donc je laisse regarder ce qu'il a dit. Pour dire qu'il pensait que c'était vraiment un problème compliqué. Ok, tout le monde a vu? Très bien. Alors, donc maintenant, on va enfin arriver, hein, rassurez-vous. Je prends des graphes particuliers, cette fois, je ne prends plus des graphes, je prends des cubes. Alors ça, c'est un cube de dimension 2, c'est-à-dire c'est un carré. Okay, le cube de dimension 3, vous connaissez. Et une façon de le représenter, en fait, c'est de dire, bah, tiens, tu reprends 2 fois le cube d'avant, le carré d'avant, et tu relis toutes les extrémités. Et ça, c'est bien parce que c'est ce qui permet de faire les cubes de toutes les dimensions. Donc là, vous voyez, miraculeusement, je vais pouvoir dessiner le cube de dimension 4 comme ça. Je prends un cube de dimension 3, j'en prends un deuxième, et je relie toutes les arêtes ensemble, tous les sommets ensemble. Alors d'habitude, on ne le dessine pas comme ça, on le dessine plutôt comme ça. Mais ça, c'est donc une représentation dans notre espace à 3 dimensions du cube de dimension 4. Évidemment, on ne peut pas se le représenter en dimension 4, mais les sommets, les arêtes et tout ça sont organisés de cette façon-là, vous voyez. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui est bien avec les graphes, c'est que la forme du graphe m'importe peu tant qu'il n'y a pas de 3 points alignés. Donc même si c'est un espace de dimension 4, je le ramène en dimension 3, c'est pareil. Je veux voir s'il y a des sous-graphes de la même couleur, je vais pouvoir raisonner quand même, quoi. Okay, donc je n'ai pas fait les dessins après, parce que vous voyez que ça va vite devenir embrouillé. S'il faut que je fasse 2 fois ce truc-là et que je relie tous les sommets ensemble, ça va devenir vite compliqué, quoi. Et donc on va s'intéresser maintenant à ce graphe-là, à ces graphes-là, des cubes de dimension n. Et la question, c'est pareil, c'est est-ce que, voilà, on colorie donc un cube. Donc vous voyez, c'est le graphe complet, hein. Je prends toutes les arêtes possibles dans mon cube de dimension n. Et est-ce que je suis obligé d'avoir un réseau comme ça? Est-ce que je suis obligé de trouver cette forme-là dedans ou pas? Vous allez me dire, oui. À partir de la dimension 4, 4, non, 4, il n'y a que 16 sommets, ça ne passe pas. À partir de la dimension 5, il y a plus que 18 sommets. Et on a vu que dans un graphe complet à plus que 18 sommets, il y avait forcément ce truc-là. Vous voyez, c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. Donc la question n'est pas tout à fait celle-là. C'est pas est-ce qu'on peut trouver cette figure-là, c'est est-ce qu'on peut trouver cette figure-là et qui en plus soit plate, dans un même plan. Vous voyez, que ce ne soit pas tordu. Mon cube, il a des faces qu'on a du mal à imaginer dans l'espace de dimension machin, mais c'est est-ce que je peux trouver un sous-graphe tout de la même couleur et plat en plus? Pourquoi on se pose ces questions-là? No idea. OK? Mais ça doit être utile à quelque chose. Là, je pourrais demander à nos collègues de combinatoire. Moi, franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la question qu'ils cherchent à résoudre depuis longtemps. Est-ce qu'à partir de quelle dimension on est sûr de trouver des faces comme ça, toutes de la même couleur? OK? Et donc, en 1971, M. Graham et M. Rothschild, M. Graham, ça vous rappelle quelque chose, ont montré qu'il fallait la dimension au moins 6, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un cube de dimension 6 qui n'avait pas de face toute de la même couleur. Okay. Ensuite, en 2003, donc vous voyez, on se rapproche, quelqu'un a trouvé un exemple en dimension 11 où il n'y avait pas de face de la même couleur. Okay. En 2008, on a encore un petit peu amélioré. J'imagine que c'est avec les ordinateurs, ou je ne sais pas comment ils ont fait, hein, mais ils ont montré que c'était plus grand ou égal à 13. OK? Bon, et M. Graham a montré en 1971 que la dimension pour laquelle on était sûr que ça arrivait, c'était G. Le nombre de tout à l'heure. Vous voyez? À partir de quelle dimension de cube on est sûr qu'on va trouver une face de la même couleur? Il a trouvé qu'il suffisait de prendre cette petite dimension égale à G et que ça marchait. Donc vous voyez le délire, hein. À mon avis, dans la démonstration, il a dû y aller comme un bourrin. Pour arriver à un truc pareil. Et donc, c'est le théorème de... Il est connu, ce nombre, comme justement être dans un énoncé mathématique d'un problème de maths à peu près compréhensible, le plus grand nombre qui soit utilisé dans la démonstration, quoi. OK? Donc, autrement dit, on ne sait pas du tout jusqu'à quelle dimension il faut aller, parce que là, vous voyez, l'écart, il est quand même assez important, hein. Alors ça c'est rigolo aussi, en 2014, donc quand même 30 ans après, 2 chercheurs ont vachement amélioré la borne. Ils se disent non, il suffit de prendre juste la dimension 2, 3 flèches 6.
qui est bien, bien plus grande qu'un Googleplex, on est bien d'accord. Hein. Donc ça moi, je trouve ça super, parce que c'est à la fois un résultat qui est, mais alors, infiniment mieux que ça, et encore complètement pourri. Qui va encore rien dire, c'est encore inconcevable. Je veux dire qu'on est encore dans un nombre dont le nombre de chiffres est inconcevable. Enfin, je veux dire, donc, dire que la dimension est plus petite que ça, ou dire rien, vous voyez, c'est dur de voir la différence. Enfin, moi, j'ai du mal à voir la différence, quoi. Donc c'est rigolo. C'est un résultat qui est encore mais tellement mieux que ce qu'il y avait avant, mais encore tellement loin de pouvoir servir à quelque chose. Ouais, moi, ça m'éclate. Bon, enfin bref. Allez, pour finir, il me reste combien de temps ? Je sais pas, mais on verra. Je voulais voilà, partir un petit peu plus loin, parce que là, jusqu'à présent, on est resté avec les nombres entiers. Hein, je vous ai dit qu'on allait vers l'infini et au-delà. On n'est pas allé au-delà de l'infini encore, hein, on est loin. Donc voilà, alors on va essayer de parler un petit peu de ça. Alors, donc je reviens, je vais vous expliquer une notion que vous connaissez tous par cœur. Hein, c'est la notion de correspondance terme à terme, ou les matheux disent parfois de bijection, c'est la méthode pour compter les objets, vous savez. C'est juste savoir s'il y a plus de chats que de souris. Comment je fais quand je suis en petite section ? Eh ben, je prends un chat et une souris, hop, je les mets à côté. Hein, ce côté-là, l'année dernière, j'ai déjà expliqué ça. Hein. Donc, et puis à la fin, je vois s'il reste plus de chats que de souris. Donc là, en l'occurrence, dire oh, bah tiens, il y a plus de souris parce qu'il en reste une. Donc c'est une façon pour voir si des ensembles ont le même nombre d'éléments. Est-ce que je peux prendre un élément de chaque, les mettre à côté, et puis qu'il en reste ni dans l'un ni dans l'autre. D'accord ? Alors, l'avantage de cette technique, que vous connaissez tous, c'est que je peux l'appliquer aussi à un ensemble infini de nombres. Deux ensembles infinis, je veux dire qu'ils ont le même nombre si je peux prendre deux ensembles, je prends chacun là, les mets à côté, et qu'à la fin, il n'en reste ni là ni là. Je réussis à faire ça, je dis qu'il y a le même nombre de nombres dans mes deux ensembles infinis. OK ? Et des fois, ça fait des trucs surprenants, parce que vous voyez, si je prends que les nombres pairs, 0, 2, 4, 6, 8, 10, on a l'impression qu'il y en a moins que tous les nombres entiers. A priori. On a l'impression. Bah pourtant, si je les mets en face, je mets 0 en face de 0, 1 en face de 2, 2 en face de 4, 3 en face de 6, 4 en face de 8, 5 en face de 6, 6 en face de 10. En haut, il n'en restera plus au bout d'un moment. Hein. Enfin, à l'infini, je vais les avoir tous pris, et en bas aussi. Donc, il y en a le même nombre. Il n'y en a pas deux fois plus, il y en a le même nombre. C'est surprenant, hein ? Donc, il y a autant de nombres pairs que de nombres total. Okay ? Bon, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Il y a autant de nombres de pairs que de nombres entiers. Quoi. Donc, une autre façon, ça revient pour eux-mêmes, c'est que je prends les nombres que positifs ou les nombres positifs et négatifs. Bah, pareil, il y en a le même nombre. Alors, comment je fais cette fois ? Regardez, je vais les compter comme ça. Je vais partir 0, moins 1, 1, moins 2, 2, moins 3, 3, moins 4, 4. Bah, au bout d'un moment, je les aurai tous pris. Hein. Et je n'ai pas besoin de plus d'étapes que tous les nombres entiers. Oui. Hein ? Je peux numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mes étapes. C'est planant, hein. Mais on se dit, bon, l'infini, c'est l'infini, ouais, 2 fois l'infini, c'est l'infini, tout ça. Alors, on peut faire encore plus fort, parce que maintenant, si je prends toutes les fractions, on a l'impression qu'il y en a plus quand même. Vous voyez, 3/5 de quart et tout. En fait, toutes les fractions, je peux les faire avec un dénominateur et un numérateur. Et bien, si je vais essayer de vous montrer que si je prends tous les couples de points là, d'entiers, avec les deux coordonnées, il n'y en a toujours pas plus que des nombres entiers. Alors, comment on fait ? Bon, vous allez voir, c'est juste sur le dessin. Hop, j'en prends un là, puis après, j'en prends un ici et un là. Vous voyez, puis je monte à chaque fois. Hein. Comment je fais pour tous les compter ? Je dis, bah voilà, le suivant, hop. Après, j'en prends celui-là, 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 ainsi de suite, cloc, 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 cloc. À la fin, j'aurai pris tous les points du plan. Un par un, comme ça, je vais réussir à tous les prendre. OK ? Et donc, normalement, à ce niveau-là, on se dit, bon, bah finalement, l'infini, c'est l'infini, quoi. Dès que ça ne s'arrête pas, c'est l'infini, puis c'est terminé. Eh ben non. Hop, voilà. Donc là, il y a autant d'éléments de fraction que d'entiers, OK ? Monsieur Cantor, donc là, alors lui, c'est un dieu. On a déjà vu Knut tout à l'heure, mais dans la famille Balèze, là, lui aussi. Hein. Donc, il a montré qu'il y a des ensembles où il y en a vraiment plus que l'infini. Et c'est là que c'est bizarre. Il y en a plus que des entiers. OK ? En 1874, il a fait ça, donc ça fait un petit moment. Hein. J'ai essayé de vous expliquer ça, hein, donc attention, accrochez-vous. Parce que là, on a l'impression que l'infini, c'est l'infini. Puis voilà, mais non, il y a des ensembles qui sont plus infinis que l'infini. Alors, on va essayer de comprendre. Hein. Donc, en particulier, on va voir que c'est vrai pour tous les nombres entre 0 et 1. Qu'il y en a plus que des nombres entiers, vraiment plus. Et donc, il y en a plus dans R, évidemment, puisqu'il y en a plus dans R que dans 0, 1, oui. Quoi qu'il y en a le même nombre, en l'occurrence. Mais, pour vous faire sentir ça, je vais vous poser une question très simple. Si je vous dis, tiens, dans 0, 1, c'est quoi le plus petit nombre ? Imaginez, je veux tous les compter, je veux les prendre un par un. Je commence par lequel ? C'est quoi le plus petit ? Non, il n'y a pas 0.
Combien de zéros je mets? 0, virgule, quoi? 0, combien de zéros? Vas-y. À l'infini, ça veut dire quoi, toi? Bah, je peux pas mettre de 1 si je vais jusqu'à l'infini, tu vois. Si je mets un infinité de 0, bah, je suis déjà fini. Oui. Quoi? J'ai 0, ok, et vrai 1. Eh ben, il y a un nombre plus petit, hein. Je rajoute un 0, puis je mets un 1 derrière, il va être plus petit. Tu vois, donc, vous voyez bien qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas, le plus petit, déjà, ça n'existe pas, donc c'est embêtant, quoi. Donc, c'est ça l'idée, en fait. On va essayer de prouver, hein, mais on arrive à se voir comme ça qu'on n'arrive pas à tous les compter, quoi. On n'arrive pas à tous les prendre. Même si avec une infinité de temps, je ne vais pas réussir à ramasser tous les nombres entre 0 et 1, quoi. Même si j'ai un temps infini, parce que le plus petit, déjà, ça va être compliqué, vous voyez. Alors, la preuve mathématique, maintenant, ça s'appelle un argument mathématique qui a été très, très utilisé après hein, par plein de gens. On appelle l'argument diagonal de Cantor. Alors, je vais tenter de vous expliquer cette affaire-là. Donc, j'imagine que j'ai réussi à mettre tous les nombres entre 0 et 1, ouais, tous là, en face, donc le 0e, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, hein, que j'ai fait une correspondance terme à terme. Je suppose que j'y arrive. Voilà, allez hop, tu as ta liste. Là, tu as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis tu as des nombres, voilà, à chaque fois. Je suppose que j'ai réussi à tous les mettre. Après tout, j'ai une infinité de places. Hein. Donc, ça ne semble pas inconcevable dans une infinité de places que j'arrive à loger n'importe quoi. Ok, bon, ben voilà, donc j'ai pris le premier, le deuxième, le troisième, là j'ai pris des nombres au hasard. Ok, donc voilà un exemple. Hein. Le premier, ça peut être ça, deuxième, troisième, 14. Vous voyez, celui-là ressemble à pi divisé par 10, mais c'est un hasard. Bon, bref. Et, ok, j'ai fait ça. Imagine, j'y arrive. Donc je fais un raisonnement par l'absurde. Vous voyez, je suppose que j'y arrive et je vais montrer que ce n'est pas possible. Hein. Donc, comment je peux faire ça? Je vais essayer de trouver un nombre qui n'est pas dans la liste. Comment je peux essayer de trouver un nombre? Là, je suis sûr qu'il ne va pas être dans la liste, alors que je ne connais pas la liste. C'est balèze. Hein. Eh bien, en fait, je vais choisir un premier nombre où là, le premier chiffre ici, après la virgule, ce ne sera pas 3. Vous voyez? Je vais prendre un nombre 0, B0. B0, je le prends différent de 3. Par exemple, 4. Le deuxième ici, je vais le prendre différent de 2. Donc, par exemple, 3. Le troisième, je vais le prendre différent de 2 ici. Donc, par exemple, 3. Le quatrième, différent de 8. Par exemple, 9. Là, j'ai pris un de plus à chaque fois, mais je peux faire ce que je veux, du moment que je ne prends pas le même. D'accord? Et je continue comme ça. Donc, je prends un nombre B0, B1, B2, B3, B4. Et à chaque fois, BI est différent de AI, de A00, A1, A22, A33, A44, A55. Vous voyez? Pour ça, vous voyez d'où vient ma diagonale? L'histoire de diagonale de Cantor. Vous voyez d'où elle vient, quoi. C'est chaque fois, je prends la première décimale différente du premier nombre. La deuxième décimale différente du deuxième nombre. La troisième décimale différente du troisième nombre. Et comme j'ai une infinité de décimales, je vais bien réussir à faire un nombre qui est différent de tous les nombres de la liste. Et j'ai plein de façons de le faire, j'ai plein de choix. Hein. À chaque fois, j'ai 8 choix, hein, ou même 9 si je prends le 0. Hein. Donc, ce nombre-là que je vais réussir à faire, il n'est pas dans la liste. Et vous voyez bien que je peux faire plein de nombres, quelle que soit la liste, je peux en faire plein de nombres qui ne sont pas dans la liste. Même avec un nombre infini de cases, 1, 2, 3, 4, 5, 7, il y en a encore plein qui ne sont pas dans la liste. Et ça prouve donc qu'il y a plus de nombres entre 0 et 1 que d'entiers. J'arrive pas à tous les énumérer de 1 en 1. OK? Et donc, maintenant qu'on sait ça, donc dans les nombres réels, il y a plus de nombres que dans les entiers. OK? Eh bien, les matheux, ils se sont demandé, est-ce qu'il y a un infini entre les deux? Ah oui, j'ai deux infinis. Infini petit, qui était déjà grand, hein, et infini vachement plus grand. Est-ce qu'il y a un infini entre les deux? Alors ça, donc voilà, c'est l'hypothèse qu'il n'y en a pas. Elle s'écrit comme ça. On appelle ça l'hypothèse du continu. Donc tout sous-ensemble infini des réels, donc je prends un sous-ensemble qui est infini dans les R, soit c'est n, les entiers naturels, peut être mis en bijection, ça veut dire que je peux faire comme avant, vous voyez, les nombres pairs ou les nombres impairs, ou les fractions, je peux faire des flèches hein, qui partent, qui donc en gros, il y en a le même nombre que les nombres entiers, ou il y en a le même nombre que les nombres réels. Tout le monde. Il n'y a pas d'infini entre les deux. Ça, c'est l'hypothèse du continu. OK ? Et donc, en 1900, il y a eu David Hilbert a fait une grande conférence où il a posé des problèmes qui devaient occuper les mathématiciens sur les siècles à venir, et c'est son premier problème. Donc, nous, maintenant, on l'appelle le premier problème de Hilbert. D'accord ? Mais lui, c'est David Hilbert, donc voilà. Donc, c'est un problème qui a occupé les mathématiciens pendant pas mal de temps au XXe siècle, et ce qui est chouette, c'est qu'il est à la fois résolu et pas résolu. Alors, j'explique. Ça, Jean-Paul expliquerait bien mieux que moi, cette affaire. Mais
on a tout d'abord démontré que ce n'était pas incompatible avec notre théorie, que c'était possible que ça arrive, ça n'incluait pas de contradiction avec notre théorie, cette hypothèse soit vraie. Et en 1963, M. Xbel Cohen a démontré que le contraire n'était pas non plus compatible avec notre théorie. Incompatible avec notre théorie. Autrement dit, c'est une formulation mathématique une des plus simples que je connaisse, où on a trouvé qu'on ne pouvait pas savoir si elle était vraie ou pas avec notre système d'axiomes, notre théorie actuelle de mathématiques. Donc on peut choisir si c'est vrai ou si c'est faux, et continuer à faire des maths. On peut faire 2 branches. Vous voyez, il y a ceux qui considèrent que c'est vrai, il y a ceux qui considèrent que c'est faux. Je vérifie, je ne dis pas de conneries. Je crois que majoritairement, ils considèrent que c'est vrai, mais non, pas sûr. Bon. Et voilà. Et on ne peut pas démontrer ça. Vous voyez, il y a au XXe siècle, il y a quelqu'un qui a dit quel que soit le système d'axiomes, vous arriverez à des phrases, vous ne pourrez pas prouver qu'elles sont vraies ou qu'elles sont fausses. Ben voilà, celle-là, c'est le cas. On est obligé de rajouter ça comme vérité de base ou son contraire. OK ? Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. C'est bon, des questions, non? Ça planait bien, hein? Oui. Combien de temps j'ai pris pour faire cette fabrication? Alors voilà, donc dans la vie, je t'explique, je travaille le soir. Je vais sur mon ordinateur de 21h à minuit à peu près tous les soirs. Et soit je prépare des cours, soit je prépare des vidéos, soit je prépare je fais de la recherche, je fais des choses. Et là, ça m'a pris à peu près 2 semaines, j'étais que sur vous. Voilà. Dont une semaine à essayer de faire sur un autre sujet, que je pensais, le graphe universel. Voilà. Donc, une semaine déjà de travail avant de trouver le sujet, et après une semaine pour le préparer. Voilà. D'autres questions? Oui, Célestin? Vas-y. Il n'y a pas de Célestin. Si? Vas-y. Alors, en tant que professeur de mathématiques et donc souvent mathématicien, quel est votre avis sur le problème de Hilbert? Aucune idée. Non, alors là, moi j'ai entendu dire qu'il n'y en a pas, c'est plus simple. Parce que de toute façon, s'il y en a un, on ne peut pas le construire. En fait, on ne peut pas trouver d'ensemble pas construire d'ensemble qu'on ce nombre d'éléments, alors autant dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est un truc de feignant. Vas-y. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, mais ça, c'est bien sûr, c'est des choses, toi, jusqu'à l'infini, tu vas avoir des formules, des formes différentes, etc. La fractale que j'ai mis au milieu, la Mandelbrot, est vraiment quelque chose qui peut représenter l'infini. Ouais. Oui. Alors oui, il y a des infinis plus grands que celui qu'on a parlé. Donc oui, tout à fait. Alors il y a des notations, là, les théoriciens. L'infini des nombres entiers, il y en a qui l'appellent Aleph 0, avec une lettre grecque bizarre. Et donc l'entier des réels, on l'appelle Aleph 1. Et bien sûr, alors on peut définir Aleph 2, Aleph 3, Aleph 4, etc. Oui. On peut construire des ensembles plus gros que les nombres réels, bien sûr. Oui. Vas-y. La division par 0, c'est pas défini, donc voilà. Mais par contre, effectivement, ce qu'on dit, tu sais, c'est quand un nombre est très très proche de 0, quand il divises par lui ton nombre, le résultat de la division augmente énormément. Donc, quand on simplifie, des fois, on fait 1 divisé par 0, ça donne l'infini. Mais il faut se méfier parce qu'il y a l'histoire de signes, là, quand même. Il faut être sûr que ça approche par 0 de signes constants pour dire plus l'infini. Mais oui. Oui, question? C'est bon? Eh bien, allez. Je vous remercie beaucoup. Vous avez dit... Ah, une autre question. Vous avez défini le nombre de grammes comme N64. Pourquoi 64 exactement? Alors là, il faut regarder la preuve de Graham. Pourquoi il a fallu qu'il fasse 64 coups pour réussir à trouver une dimension où ça marchait? J'ai aucune idée. Ok. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé la démonstration en détail. Donc j'ai un devoir pour vous, au fait. Si vous voulez être sympa avec moi, vous subscribez à ma chaîne YouTube et vous mettez des pouces bleus sur toutes mes vidéos. Donc la chaîne s'appelle Math Adulte. Math Adulte avec un S à maths et plus loin adulte avec un S. Voilà, donc vous subscribez et vous mettez un pouce bleu sur toutes mes vidéos. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Gilles.
On a un petit peu de retard, mais vu que là, hier déjà, on a vu que les conférences prenaient pas moins de temps que ce qu'on avait prévu, donc c'est pas trop grave. Vous allez vous diriger donc vers vos salles de conférence. Il y en a que 2 aujourd'hui. Attendez, merci. Donc il y en a que 2 aujourd'hui, l'auditorium et le CDI. On aimerait que vous soyez nombreux au CDI, mais pas trop nombreux. D'accord. Donc, ça fait une 40aine d'élèves au maximum. Donc, si vous voyez que la salle est complète, vous redescendez ici à l'auditorium. OK. Pour l'heure du déjeuner, donc le CDI termine un petit peu plus tôt afin de limiter les flux. OK. Et ce qui serait éventuellement souhaitable, s'il vous plaît. Donc, il risque de pleuvoir. Je ne sais pas quel temps il fait là, mais donc vous allez manger à l'intérieur. OK. Donc, il y a une file d'attente, vous allez voir, qui est dans le couloir. Vous pouvez manger devant l'auditorium et vous pouvez aussi manger dans les salles 146, 144, 148, toutes celles qui sont proches du couloir là. D'accord? Ça va? À tout à l'heure.